Donc je suis le docteur Venet, anesthésiste réanimateur en Isère. Je m'exprime donc au nom des 1130 signataires maintenant de cette lettre ouverte qui commence à être bien connue à Madame la ministre de la Santé. Et nous sommes réunis donc dans ce lieu éminemment symbolique qui est le Palais du Luxembourg pendant 2 heures afin de discuter de la suite à donner à notre initiative de lettre ouverte. Puisque nous n'avons depuis 5 mois pas été reçus. Cette lettre date du 18 septembre. Et les annonces qui ont été faites récemment par Monsieur le Premier ministre ne répondent pas du tout, bien au contraire, à nos préoccupations. Au contraire, nous avons discuté aujourd'hui que nous y voyons des risques d'aggravation de la situation dans ce qui est proposé, puisqu'il est proposé de diminuer encore les tarifs et de faire une task force autour de la ministre pour en finir avec cette politique inflationniste, a-t-il dit. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne comprends pas, puisque nous sommes plutôt dans le contraire d'une politique inflationniste, nous sommes dans une politique de restriction complète. Et à l'heure où le ministère prétend vouloir débattre, nous ne comprenons pas que nous ne soyons pas reçus, et nous exigeons de l'être, et nous allons continuer de l'exiger, d'amplifier nos signatures de médecins, et s'il le faut, nous irons directement devant le ministère en délégation ou en manifestation selon comment les choses vont se dérouler. Monsieur Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste à quel endroit? À Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Alors, vous avez eu des mots très forts tout à l'heure sur l'état du système de santé. Vous avez donné beaucoup d'exemples de choses qui ne vont pas. Vous avez parlé de crise forte, de système qui peut exploser. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux en France? Eh bien, on nous demande de supprimer des postes, dans mon hôpital en particulier. Le plan d'économie qui nous est demandé pour 2018, c'est la suppression de 50 postes d'infirmières, d'aides-soignants, d'agents hospitaliers et 10 postes de médecins. Donc, alors que les besoins augmentent, et en particulier dans un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, on nous demande de faire plus avec moins. Donc, c'est pas possible et ça entraîne des conditions d'accueil des patients qui aujourd'hui sont inacceptables. Par exemple, vous nous avez donné un exemple tout à l'heure hors caméra d'une personne âgée qui a eu un souci récemment dans un hôpital en province. Vous pouvez nous le réexpliquer? Oui, tout à fait. Ça s'est passé il y a 48 heures à Saint-Malo, où par manque de lits, par manque de moyens, eh bien, une personne âgée de 88 ans a été mise dehors, on peut dire ça comme ça, de l'hôpital, pieds nus. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est un traitement inhumain. C'est-à-dire la logique financière, il faut fermer des lits, il faut continuer à fermer des lits. Vous savez, l'ambulatoire, c'est la plus grande arnaque du 21e siècle. L'ambulatoire, c'est un plus pour un certain nombre de pathologies. C'est très bien quand on est en relativement bonne santé, qu'on doit se faire opérer de choses assez simples, effectivement, de pouvoir rentrer le matin, sortir le soir. Si on a un logement adapté, si on a une famille, effectivement, qui peut s'occuper eh bien, de soi, s'il y a quelqu'un pour aller faire les courses. Mais vous voyez, quand on a une personne âgée toute seule, qu'on habite au 4e étage sans ascenseur, l'ambulatoire, c'est pas adapté. Donc cette logique qui est une logique strictement financière d'économie, aujourd'hui on ne l'accepte plus et il y a un vrai mouvement de colère qui touche pas simplement les personnels, mais aujourd'hui les médecins, une partie des directeurs d'hôpitaux, une partie des professeurs de médecine. Donc il faut que la ministre de la Santé et surtout le Premier ministre nous entendent, et il est clair que les mesures qui ont été annoncées lundi sont à 100 000 lieues de ce qu'il faut pour répondre à ces besoins. La population se rend compte des difficultés du secteur hospitalier aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous savez, la première réaction du fils de cette dame qui a été mis dehors à Saint-Malo, ça a été de dire je n'en veux pas au personnel qui est débordé. Mais c'est pas normal. Voyez, donc, nous traiter de feignants de fonctionnaires, nous expliquer que c'est parce qu'on a un statut, parce que, soi-disant, on a mis en place la réduction du temps de travail à l'hôpital, que l'hôpital va mal. Non, l'hôpital va mal parce qu'aujourd'hui, on le traite comme une entreprise, qu'on l'étrangle financièrement. Et ça, ce n'est plus possible. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je suis outré en tant que médecin qu'on ait supprimé un impôt qui était juste, qui était l'impôt sur la fortune, alors que l'hôpital paye un impôt qui est injuste, qui s'appelle la taxe sur les salaires. C'est exactement le même montant, 4 milliards. Eh bien, si le président de la République n'avait pas été le président des riches, il aurait supprimé l'impôt qui est prélevé sur l'hôpital, qui s'appelle la taxe sur les salaires, et il aurait maintenu l'impôt sur la fortune. Est-ce que certaines décisions qui ont été prises il y a quelques années, notamment de forcer les hôpitaux à se financer via des fonds un petit peu, on va dire un petit peu ambigus, en allant chez Dexia, qui a fortement endetté les hôpitaux, est-ce que ça fait partie de ce système de privatisation, est-ce qu'on peut employer ce mot-là, de la santé en France? Oui, c'est une logique libérale. Vous savez, avant, les hôpitaux pouvaient emprunter auprès de la Caisse des dépôts avec ce qu'on appelait des emprunts bonifiés sur 40 à 50 ans. Et ils avaient
avait des subventions pour ne pas être trop endettés. Aujourd'hui, les hôpitaux empruntent auprès des banques commerciales aux tarifs, avec des taux d'intérêt qui parfois sont exorbitants, quand en particulier, ils ont été poussés par ces organismes financiers. Obligés. C'est bien ce qu'il faut dire. Les hôpitaux sont obligés d'emprunter à ces banques commerciales et non plus sur les fonds de l'État. Tout à fait. Et donc, ils ont aussi goûté aux emprunts toxiques. Et des hôpitaux, comme l'hôpital de Juvisy, par exemple, ou des hôpitaux dans la Loire, ont été obligés de contracter des emprunts indexés en francs suisses, avec des taux d'intérêt qui ont atteint presque 20%. Est-on moins bien soigné aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Écoutez, on continue à être bien soigné, mais les choses se dégradent. Vous savez qu'au tournant des années 2000, la France était placée en tête en termes de la qualité de son système de santé par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, nous avons fortement régressé puisque nous sommes au-delà de la 10e place. Alors nous sentons-nous, notamment journalistes, couver le feu dans le secteur de la santé. Sous quelle forme pourrait se définir cette crise ? Vous en avez parlé tout à l'heure en réunion privée. Dans les mois à venir, vous avez parlé d'une explosion possible du système, une crise forte. Comment peut-elle concrètement se définir dans quelques mois ? Vous savez, notre meilleur soutien, ce sont les patients, la population. Quand on fait grève à l'hôpital, on met un badge, mais on continue à travailler. Donc, on se tourne beaucoup vers la population pour obtenir leur soutien. Vous savez, dans le mouvement des EHPAD, avec Patrick Pelou et Sabrina Aurora, nous avons lancé une pétition. Aujourd'hui, nous avons 550 000 soutiens. Voilà, donc 550 000 soutiens, ça nécessite que la ministre de la Santé nous écoute. Et on demande pas la lune, on demande l'arrêt, un moratoire à toute fermeture de lit, à toute fermeture de service, à toute fermeture d'hôpital et l'arrêt des plans d'économie. On se met autour de la table et on discute. On ne demande pas la lune. Vous voyez, c'est comme nous, les médecins urgentistes. On nous a accusés de casser le système quand notre revendication sur le temps de travail, c'était de ne pas être obligé de travailler plus de 48 heures. Donc nous pensons que nous sommes tout à fait raisonnables dans nos revendications. Donc aujourd'hui, on demande à ce que la ministre nous reçoive, nous entende et que de vrais discussions, négociations s'ouvrent, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du personnel hospitalier, de l'agent hospitalier, en passant par le cuisinier, l'aide-soignant, l'infirmière, jusqu'au médecin, les chefs de service, des professeurs de médecine qui disent « ça suffit ». Ça suffit. Madame Buzyn, Monsieur Philippe, ça suffit. L'hôpital est en crise et vous devez nous écouter. Alors pour reparler encore quelques minutes, pour la population, il y a des choses très concrètes qui parlent peut-être plus aux gens. Un de vos collègues a dit tout à l'heure que des malades attendaient jusqu'à 24 heures sur des brancards avant de trouver un lit en secteur hospitalier. Là aussi, c'est une des conséquences de cette gestion de la santé en France. Oui, c'est de la maltraitance et il y a des responsables. C'est de la maltraitance. Ici, nous sommes dans une enceinte parlementaire. Moi, je dis clairement, vous voyez, et dans les yeux, aux députés et aux sénateurs qui ont voté la loi de finances de la sécurité sociale 2018, qui nous oblige à faire ces économies, eh bien, ils sont responsables de la maltraitance d'un certain nombre de patients, et y compris, ils sont responsables de la mort dans des conditions indignes, en particulier de personnes âgées qui sont mortes sur des brancards dans les services d'urgence parce qu'il n'y avait pas de lit dans les hôpitaux. Le 22 mars prochain, grosse journée de mobilisation de la fonction publique. Le secteur de la santé sera dans la rue en compagnie de leurs collègues fonctionnaires. Ah oui, mais nous sommes fonctionnaires. Enfin, les médecins ne sont pas fonctionnaires, mais on est d'un statut assimilé. Mais bien sûr, toutes les journées d'action avec les personnels sont une porte pour que les médecins aussi se mobilisent, manifestent. Et je pense que si effectivement dans ce type de manifestation, eh bien, il y avait des banderoles avec des médecins, je pense qu'ils pourraient être mis en tête de manifestation et ça montrera vraiment qu'il y a une colère partagée de l'ensemble des personnels de santé qui partagent les mêmes valeurs. Vous savez, la question c'est pas d'être médecin ou infirmière, c'est est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Il y a des médecins qui pensent à autre chose, il y a des infirmières qui pensent à autre chose, qui préfèrent le système libéral, gagner plus d'argent plutôt que d'essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs, c'est la raison pour laquelle nous travaillons dans le service public. Dernière question, est-ce que la France ne veut pas tout simplement passer à un système américain où les gens qui ont de l'argent s'achètent leur santé, on peut dire ça comme ça, et mettre fi le système qui a fait nôtre depuis des dizaines d'années? Écoutez, je pense qu'il suffit de voir comment se comporte M. Macron, quels sont les soutiens de M. Macron.
A priori, vous voyez, il n'a pas la même présentation, la même attitude, il utilise moins Twitter que le président américain, mais fondamentalement, les soutiens du président américain et les soutiens de M. Macron sont les mêmes. Pour utiliser un mot qui fâche, eh bien, c'est ce qu'on appelle le grand capital. Et aujourd'hui, effectivement, les marchands veulent récupérer 2 marchés qui leur ont échappé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, que sont la santé et l'éducation. Et effectivement, si on fait basculer ces 2 secteurs dans le marché, ça peut être une source de revenus pour exploiter un marché pour la population solvable, mais les perdants seront toujours les plus pauvres, les plus faibles. Et on voit bien que le système américain peut avoir pour les riches les meilleurs établissements de santé du monde sur la côte Est. Par contre, dans les quartiers de Chicago dont était originaire M. Obama, les indicateurs de santé sont ceux de l'Afrique. Est-ce que le marché aujourd'hui n'est pas trop fort ? Le marché, la question c'est, on ne va pas rentrer dans une discussion de ce type-là. Je pense que pour la majorité de la population en France, la question n'est pas de remettre en cause la majorité du marché, mais c'est de dire non, la santé, ce n'est pas une marchandise, ça ne relève pas du secteur marchand, ça doit relever du service public et de la solidarité nationale avec une sécurité sociale qui rembourse l'ensemble des soins. Vous demandez vraiment aujourd'hui à la population de vous soutenir, d'aller derrière vous devant éventuellement les moments de tension qui pourraient se créer dans les mois à venir. Tout à fait. Nos meilleurs soutiens, et elle s'est manifestée lors de la lutte des EHPAD. Vous savez, quand on fait grève, c'est 1 heure ou 2. Et dans certains rassemblements devant les EHPAD, il y avait plus de patients, de familles de patients que de personnel. Et ça, vous voyez, ça a réchauffé le cœur de nos collègues aides-soignantes qui travaillent dans des conditions inadmissibles dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées. Vous voyez, on utilise l'acronyme EHPAD, ça ne veut rien dire. Moi, je préfère parler de maison de retraite médicalisée, ça veut dire quelque chose. Or, aujourd'hui, ce sont des maisons de retraite, mais elles ne sont pas médicalisées. Et le problème, c'est justement des emplois dans ces maisons de retraite. Vous savez que pour simplement rejoindre le taux d'encadrement de la prise en charge des personnes âgées en établissement ou à domicile que ce qui existe en Suisse ou en Allemagne, il faut créer en France, on ne demande pas la Lune, on demande simplement d'avoir la même situation qu'en Suisse et en Allemagne, il faut créer 300 000 emplois. Ces 300 000 emplois utiles, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes qui veulent faire les métiers de la santé. Ce sont des métiers fantastiques. Eh bien, donc, ouvrons les écoles, embauchons pour s'occuper des soins de la population, en particulier une population vieillissante et parmi les plus faibles de nos anciens. Alors une toute dernière question, je vous promets, je vous embête plus. Je crois que c'est vous qui avez parlé tout à l'heure de choses dont on ne parlait pas dans les journaux de 20 heures, qui étaient un certain nombre de services qui étaient en grève, je crois 1000 services, avoir entendu ça. Alors voilà, vous pouvez nous préciser cette chose-là, docteur ? Aujourd'hui, il suffit d'aller à Lyon, tous les services d'urgence sont en grève. Il y a eu une manifestation des personnels avec les médecins pour sauver le centre de greffe hépatique de la Croix-Rousse. J'étais récemment à Bordeaux où le service d'urgence de l'hôpital Saint-André du centre-ville est en grève. Voilà, il y a des mouvements partout. Il y aura de nouveau un mouvement, je pense, très fort, sûrement plus fort que le 30 janvier dans les EHPAD, le 15 mars. Donc voilà, la question aujourd'hui, c'est que tous ces mouvements convergent et que le gouvernement entende la colère de la population. C'est pas parce qu'ils ont été élus il y a un an, qu'ils ont toute légitimité pour faire n'importe quoi aujourd'hui. Il faut écouter ces mandants que sont les électeurs. Et aujourd'hui, en tout cas, les personnels de santé sont majoritairement très en colère. Et ils sont soutenus par la population, donc ça légitime cette colère. Je suis Florent Vignas, je suis pneumologue à l'intercommunal de Créteil. Docteur, que se passe-t-il aujourd'hui ? On a l'habitude de voir dans la rue des personnels hospitaliers, des infirmières, des aides-soignantes. Les médecins, c'est beaucoup plus rare. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Ce qui se passe, c'est que les médecins sont arrivés à un point de fatigue, de souffrance et de voir que le système hospitalier est en train de s'écrouler, qu'ils se mobilisent tous, dans la mesure où c'est partout, dans toute la France, quels que soient les services, quelle que soit la profession, qu'on soit urgentiste, anesthésiste, psychiatre, médecin, pneumologue, cardiologue, on est tous concernés par la dégradation qui regroupe tous les professionnels de santé, les médecins, mais bien sûr auparavant les infirmières et les aides-soignants et même les personnels non médicaux. Et on est arrivé à un tel point et à un tel degré de l'austérité qui nous a mené tellement bas et à une telle dégradation de notre outil de travail qu'on ne peut que se mobiliser tous ensemble, quels que soient nos points de vue. La réunion à laquelle nous avons assisté en off tout à l'heure, nous avons pu entendre, nous journalistes, des mots forts comme explosion du système de santé, une crise majeure à venir. La situation
est aussi dramatique que cela aujourd'hui dans le secteur de la santé en France? Pour moi, c'est maintenant qu'il faut agir. Si on n'agit pas maintenant, si on ne prend pas les bonnes décisions et la bonne direction maintenant, alors on pense que d'ici peu de temps, d'ici 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, le système va totalement s'écrouler. C'est-à-dire qu'on l'a vu se dégrader tellement vite en 5 ans. Moi, je suis en activité depuis 2011 et j'ai vu l'hôpital et mes collègues dans toute la France, parce qu'on se connaît tous, nous raconter tous la même chose et cette dégradation tellement rapide qu'on sait très bien que si on n'agit pas maintenant, si on ne prend pas tous collectivement les bonnes décisions, alors probablement qu'on va vers un écroulement du système de santé. Pardon docteur, mais qu'est-ce que ça veut dire justement cet écroulement? Un écroulement du système de santé, ça veut dire que des petits hôpitaux vont fermer, soit service par service, soit globalement. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une privatisation de la médecine, dans la mesure où si plus aucun médecin ne va à l'hôpital public et ne prend des postes à l'hôpital public, de toute façon, il n'y aura plus d'hôpitaux publics. S'il n'y a plus de médecins, s'il n'y a plus d'infirmières, actuellement on constate un exode massif des médecins du public vers le privé, un exode massif des infirmières du public vers le privé, c'est-à-dire qu'une infirmière actuellement, dans mon service, je n'ai pas une infirmière qui a plus de 4 ans d'expérience dans le service. Pourquoi? Parce qu'elles font 2 ans, 3 ans, 4 ans et elles s'en vont. Parce qu'elles n'y arrivent plus. Ça ne tient plus. Est-ce qu'on ne va pas tout simplement, est-ce que notre société ne veut pas aller vers un système à l'américaine, c'est-à-dire une privatisation totale du secteur de la santé, où les personnes qui ont les moyens pourront se payer leur santé via mensuellement, alors je vais employer un mot volontairement fort, des abonnements, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui vers ce à quoi notre société va? Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. C'est qu'on a besoin, tous, collectivement, de faire en sorte que chaque sou dépensé publiquement soit dépensé le plus utilement possible, parce qu'on est dans un contexte économique contraint. Et donc, la question, effectivement, est de savoir si est-ce que la médecine est un service public ou non. D'accord ? C'est fondamental de notre système de santé. Voilà. Et la question, elle est posée actuellement. Moi, je suis convaincu que la médecine doit rester une association d'un système public et privé, et que d'ailleurs, nos collègues du privé font du service public. Le service public n'est pas fait que par l'hôpital public. Le service public, il est fait par l'ensemble des médecins, les libéraux, les médecins généralistes, les médecins du privé dans les cliniques. Donc, c'est pas parce qu'on va vers une médecine qui serait privée que ça ne serait pas du service public. Et la question est de savoir, est-ce qu'on veut encore des fonctionnaires hospitaliers ou pas? Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas un service public. La question que je pose à tous vos collègues aujourd'hui, est-on moins bien soigné en France aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Moi, je pense qu'on assure l'essentiel, mais qu'on est en train de perdre petit à petit la qualité et que on est à la fois mieux pris en charge parce que la médecine s'est modernisée, qu'il y a eu beaucoup d'avancées qui sont arrivées, et donc il y a une très bonne prise en charge sur des soins techniques, on soigne mieux le cancer qu'avant, on fait des meilleures interventions qu'avant, on a du meilleur matériel qu'avant, on a des meilleurs médicaments qu'avant. Par contre, on est en train de perdre de la qualité de prise en charge dans le temps consacré aux gens, aux familles, et sur la qualité sur la qualité du circuit. Le circuit est en train de se dégrader, c'est-à-dire on est en train de plus en plus de laisser les gens se débrouiller tout seuls. Et avant, on avait un système où on accompagnait mieux le patient, qui était peut-être parfois un système un peu plus paternaliste, mais on accompagnait les gens. Et là, notre système, on est en train de prendre de la distance avec les patients et avec leurs familles, et d'être de plus en plus technique et de moins en moins dans l'empathie et dans l'humanité. Quels mots, quels éléments de langage pouvez-vous donner au public pour bien faire passer votre message? Nous, journalistes qui ne sommes effectivement pas forcément dans le système de santé, nous avons entendu des choses fortes tout à l'heure, comme des gens qui restaient 24 heures sur des brancards en attendant d'avoir un lit qui leur était attribué. On ne l'imagine pas, ça, nous, public, si on n'est pas dans le système. C'est une réalité. Aujourd'hui, on en est là. Des gens peuvent rester 24 heures dans un couloir, attendre d'être hospitalisés de manière définitive. Oui, c'est une réalité. Les gens restent, notamment quand il y a des grandes épidémies, comme la grippe au mois de janvier, et 24 heures dans les brancards. Et si on ne fait rien, ça va s'accentuer. Ça, c'est sûr. Est-ce que la France est aujourd'hui à même de faire face à une grande pandémie ?
Est-ce que nous avons les moyens techniques, en personnel, en matériel, pour aujourd'hui gérer ce qui pourrait arriver, ce qui dans l'histoire de l'humanité a existé un certain nombre de fois? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on a les moyens de gérer une telle affaire? On a les compétences. La question, c'est est-ce qu'on aura les moyens le jour J? Ça, c'est très dur à savoir. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Moi, je pense qu'on a les circuits et les compétences pour gérer une pandémie si on prend les bonnes décisions maintenant. Ce que je crains, c'est que si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, dans 3 à 5 ans, on n'aura pas les compétences pour le faire. Une question, mais c'est sur le même thème. Aujourd'hui, ou l'été prochain, une canicule comme en 2003, serait-elle mieux ou moins bien gérée qu'en 2003? Moi, je pense qu'une canicule je pense qu'elle serait mieux gérée parce qu'on a l'expérience. C'est parce qu'on sait ce qui s'est passé. Et donc, on a créé le plan et que probablement qu'on aura les moyens de le gérer. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir si on serait capable de gérer une catastrophe imprévue. Là, c'est plus compliqué. Et votre analyse? Je pense qu'actuellement, on serait probablement dépassé sur de l'imprévu. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est là où on peut parler de dégradation du système de santé. Une catastrophe était mieux gérable il y a 10 ans, 15 ans qu'aujourd'hui. Moi, je pense que la dégradation, c'est plus une dégradation du quotidien. C'est une dégradation du quotidien. Sur une catastrophe, je crois qu'on a un État et un sens du collectif qui pourrait nous permettre de répondre. Je pense que la vraie problématique, elle n'est pas sur la catastrophe, elle est sur la dégradation quotidienne des gens qui attendent 5 heures, 6 heures, 10 heures, 18 heures, qui ont mal, qui sont sur un brancard, qui appellent et qui sonnent parce qu'ils ont mal, mais l'infirmière, comme elle est avec 2 autres personnes qui a mal, on n'est pas là tout de suite. Sur la perte d'autonomie, sur la dépendance qui n'est pas suffisamment bien pris en charge. Je pense qu'on est plus sur une dégradation du quotidien que sur un risque sur une catastrophe. Oui, puis parfois, Et c'est pire. et parfois vos collègues ont des mots forts, ils parlent de maltraitance dans certains services. On peut aller jusque-là, jusqu'à cette analyse? Je pense que la douleur est insupportable et à partir du moment où on n'est pas à même de la prendre en charge rapidement, on est dans la maltraitance involontaire, bien sûr. Le 22 mars prochain, les fonctionnaires descendent de la rue. Alors, vous n'êtes pas fonctionnaire, mais vous appelez, vous... Ah, vous êtes fonctionnaire? Ah bah oui, les praticiens hospitaliers sont des fonctionnaires. Vous appelez, vous allez descendre dans la rue, je suppose. Vous appelez massivement les personnels de santé, la population à vous soutenir lors de cette journée d'action et au-delà. Alors, moi, j'appelle la population vraiment à prendre conscience que, bien sûr, ça concerne le service hospitalier, ça concerne d'autres services. On l'a vu avec la justice, on le voit avec les gardiens de prison, on le voit avec tout le monde. Il faut se mobiliser, en tout cas, pour dire ce qu'on souhaite. Soit on souhaite garder les services publics, bien sûr, bien gérés, mais les garder et se mobiliser, c'est maintenant qu'il faut les défendre. C'est maintenant qu'il faut dire aux gouvernants ce qu'on souhaite, quel système on souhaite. Peut-être qu'on n'a pas pu le dire pendant l'élection présidentielle parce qu'on était contraint avec des choix parfois difficiles. Mais peut-être que c'est à l'occasion des manifestations qu'on doit dire si on veut vraiment défendre le service public ou si on veut effectivement, comme vous avez émis dans votre question, privatiser le système et se défendre individuellement. Vous êtes aujourd'hui écouté par le ministère. J'ai cru comprendre que non. Il n'y a pas beaucoup d'échanges entre vous, praticiens, médecins, avec le ministère de la Santé. Là aussi, c'est une réalité de l'échange entre vous et votre ministère de tutelle? Là, je crois que c'est vraiment la chose la plus choquante. C'est-à-dire que quand on est face à un syndrome France Télécom, parce que la médecine actuellement vit un syndrome France Télécom, on en est là. On en est là. Quand il y a... Ah mais là, on en est là. 2 burn-out dans mon service, c'est des gens qui sont cassés, c'est des gens qui ne vont peut-être jamais pouvoir redevenir médecins. C'est une perte pour les patients, c'est une perte pour nous, les collègues. Quand il y en a autant, que c'est partout, que c'est sur toute la France, qu'on ne soit pas reçu, c'est simplement du mépris. Et ça, c'est pas acceptable. Et quand on méprise les gens, quand on ne veut pas travailler avec eux, à ce moment-là, il ne faudra pas dire qu'on fait de la concertation et qu'on est à l'écoute des gens. Là, clairement, il y a une mobilisation sans précédent de gens qui ne se connaissent pas. On ne se connaît pas avant aujourd'hui. Il y a une mobilisation sans précédent de gens qui ne sont pas des gens politisés, qui veulent simplement bien travailler, bien soigner. Et on n'est même pas reçu.
ça veut dire qu'il y a un mépris total et que pour l'instant, on prend la mauvaise direction. Toute dernière question, projetons-nous vers une réalité virtuelle qui n'existe pas, mais c'est un cas d'école. Vous êtes vous, docteur, aux manettes demain matin. Quelles décisions vous prenez pour gérer immédiatement les problématiques de la santé en France ? Je pense que je prends la décision qu'on a prise collectivement pendant cette réunion, c'est-à-dire un moratoire. On dit stop à la pression sur les directeurs et sur les finances des hôpitaux, c'est-à-dire tous les hôpitaux sont en dette, eh bien on leur donne le budget nécessaire pour prendre en charge l'augmentation des dépenses. C'est-à-dire que c'est très simple. Chez nous, dans notre hôpital, ils ont prévu une augmentation des dépenses de 4,5% qui est liée à l'évolution et au vieillissement de la population. Et par contre, on va avoir un budget qui va être augmenté seulement de 2,1%. Ça veut dire que notre directeur, il doit trouver l'écart, 2,4% pour pouvoir faire tourner l'hôpital. Et comment il va faire ? Il ne peut que soit réduire le personnel, soit augmenter l'activité et chercher une course à l'activité qui n'est pas notre métier. Notre métier, ce n'est pas la course à l'activité. On ne va pas aller chercher les patients dans la rue. On est là pour prendre en charge une population correctement. Donc le moratoire, c'est ça. C'est-à-dire on équilibre l'augmentation des dépenses et le budget alloué aux hôpitaux. Je suis neurologue à l'hôpital de Gonesse, dans le Val d'Oise. Alors, docteur, aujourd'hui, les médecins s'organisent pour dénoncer ce que vous annoncez, l'état pitoyable du système de santé. Quelle est la réalité aujourd'hui de notre système de santé en France ? La réalité, c'est que nous sommes dans un système de santé qui est un bon système de santé et qui est en train d'être détruit par les mesures d'économie successives des différents plans gouvernementaux qui se traduisent par des réductions d'effectifs dans les services, par des fermetures de lits, par des suppressions d'hôpitaux entiers, qui se traduisent par des pertes de chance pour les malades, qui se traduisent par des temps d'attente aux urgences pour être hospitalisés qui sont inadmissibles et qui provoquent une maltraitance majeure. Les pertes de chance sont telles que le nombre de patients décédés de ce fait-là ne sont pas forcément calculés ni repérés, mais sont calculables. Vos mots sont très forts. Donc aujourd'hui, en France, vous dites que l'on meurt en raison, certaines personnes décèdent en raison des économies faites sur le dos du système hospitalier. Des personnes qui auraient pu être mieux soignées, sauvées à temps, c'est ce que vous nous dites. Les études ont montré que la densité de personnel paramédical, donc d'infirmières et d'aides-soignantes, en particulier d'infirmières dans les services, est proportionnelle à la mortalité et à la morbidité dans les services. Donc plus on enlève d'infirmières, plus il y a de mortalité. Maintenant, lesquels sont morts à cause de ça, c'est difficile à dire. C'est la même chose pour les temps d'attente aux urgences. Pourquoi cette logique financière de l'État ? J'ai posé la question à plusieurs de vos collègues. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État français, la société, notre société, ne veut pas aller vers une santé qui serait, comme aux États-Unis, totalement privée ? Nous n'avons pas discuté du pourquoi est-ce que les différents gouvernements réduisent les dépenses de santé. Ce que nous avons discuté, c'est qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons des infirmières dans les services, nous voulons des médecins, nous voulons qu'on rouvre les lits d'hospitalisation qui ont été fermés, des milliers de lits qui ont été fermés depuis des dizaines d'années. Nous voulons qu'on arrête cette politique et qu'on arrête les groupements hospitaliers de territoire qui sont des instruments supplémentaires de réduction de l'offre de soins. La raison pour laquelle les gouvernements veulent réduire les dépenses de santé sont des raisons qui leur appartiennent. Moi, j'ai mon avis là-dessus, on n'est peut-être pas tous d'accord. Aujourd'hui, est-ce que l'offre de santé dont vous parliez il y a un instant est moins performante qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ? On entend parler de nombreuses fermetures de petits hôpitaux, je ne sais pas si le terme est adéquat. On observe une reconcentration de la médicalisation en France par ces fermetures d'hôpitaux. Et voilà, c'est aussi une réalité sur laquelle vous êtes vous confrontés ?
Tout à fait. Depuis 1971, il existe ce qu'on appelle le numerus clausus. Ce numerus clausus provoque une pénurie de médecins. On provoque une pénurie de médecins et c'est utilisé pour fermer les hôpitaux. Alors il y a des directeurs qui versent des larmes de crocodile ou des agences régionales de santé qui versent des larmes de crocodile en disant « vous comprenez, on ne trouve pas les médecins ». Mais quand on voit les conditions dans lesquelles on veut faire exercer ces médecins dans les hôpitaux, personne ne veut venir. Donc c'est pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on provoque les fermetures comme ça aussi. Aujourd'hui, on forme toujours pas suffisamment de médecins, pas suffisamment d'infirmières, pas suffisamment d'aides-soignantes que nous aurions besoin en France. Déjà, il faut redonner les postes dans les services. Et il y a des postes qui sont non pourvus. Il faut mettre les conditions qui permettent aux praticiens, aux médecins, d'exercer leur métier correctement. Ces conditions sont quoi? Sont qu'ils aient du matériel, ils aient du personnel également, et qu'ils ne soient pas à courir derrière un radiologue qui est à l'autre bout de la France avec la télémédecine pour pouvoir avoir une interprétation. Ne pas courir après un médecin pour pouvoir avoir un accord pour un lit d'hospitalisation parce qu'il y a 3 malades pour un lit et il faut choisir lequel. C'est ça les problèmes. Donc, dans ces conditions-là, personne ne veut exercer. Donc ils s'en vont les médecins. Nous avons entendu tout à l'heure, lors de votre réunion off, donc il n'était pas enregistré, des mots très forts comme l'explosion imminente du système de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que pensent les médecins qui ont employé ces termes tout à l'heure? Comment peut se concrétiser cette explosion qui arriverait à court terme? Vous savez, en 2003, il y a eu une canicule et il y a eu une surmortalité majeure qui n'a pas été, semble-t-il, vue rapidement par les autorités. L'année dernière, il y a eu une épidémie de grippe et il y a eu, comme tous les ans, il y a eu une épidémie de grippe avec des malades qui ne pouvaient pas être hospitalisés. Cette année, c'était la même chose, sauf que l'épidémie de grippe n'a pas été majeure, mais on ne pouvait toujours pas hospitaliser les malades depuis les services d'urgence. C'est ça l'explosion, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont en train de rester sur le carreau. Alors, lesquels vont périr de ce fait-là, je ne peux pas dire. Lesquels sont morts à cause de ça ou à cause d'autre chose. Évidemment, quand on fait une analyse individuelle, c'est très compliqué, mais l'ensemble du système est en train de craquer. Je vais reposer une question que j'ai posée à l'un de vos collègues tout à l'heure, puisque vous m'avez amené sur ce sujet. Est-ce que la France aujourd'hui est capable de faire face à une forte pandémie ou à une nouvelle canicule? Est-ce que, en clair, est-ce qu'une nouvelle canicule l'été prochain se passerait moins bien qu'en 2003 pour les patients? Je pense que ça se passerait moins bien. Mais que ça se verrait pas forcément autant. Parce qu'il y a des procédures qu'on appelle les plans de qualité et que les procédures seraient mises en place. Maintenant, ils mourraient dans les bonnes conditions. Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement aujourd'hui? Que doit faire la ministre de la Santé aujourd'hui? Quelles sont les bonnes décisions à prendre pour sauver le système de santé qui bouillonne, on le sent nous, vraiment on voit beaucoup de mobilisation, beaucoup d'infirmières, beaucoup de sages-femmes dans la rue. Que doit faire le gouvernement demain matin pour vous? Qu'elle reçoive la délégation de médecins et qu'elle dise « je vous ai entendu, j'arrête les politiques de fermeture de lits, je gèle les GHT, je stoppe les GHT, je stoppe les réductions d'effectifs et je redonne aux hôpitaux les moyens de fonctionner ». Croyez-vous à un tel revirement d'une politique qui, malgré tout, s'ancre dans le temps? Ça fait des années qu'on entend parler de fermeture de lits, bien avant qu'Emmanuel Macron soit à l'Élysée. C'est quelque chose de possible? Vous pouvez y croire? Alors, comme ça, non, évidemment. Il faut un rapport de force. Dans notre discussion, nous avons discuté de l'établissement d'un rapport de force. Et le fait que les médecins commencent à bouger, ça va peut-être changer aussi un petit peu le rapport de force. Comment ce rapport de force va se concrétiser? Dans la rue, à partir du 22 mars, comment vous allez formaliser ce rapport de force avec le ministère de la Santé? Alors mon syndicat, le syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière, appelle à manifester le 22 mars avec les fonctionnaires. J'espère que d'autres syndicats de médecins hospitaliers le feront.
En tout cas, il y aura des médecins. Maintenant, c'est sûr que les médecins avec le personnel des hôpitaux, ça devient une autre force. Que pouvez-vous dire aux patients pour qu'ils vous suivent dans ce mouvement? Parce que vous avez besoin malgré tout de l'aide de la population, qui est la première concernée par l'état de son système de santé. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut apporter comme élément de langage à la population pour créer un agglomérat de gens autour de votre mobilisation? Bon, là, ça va passer par les syndicats, je pense. Les syndicats de personnel, les confédérations. Moi, je suis syndiqué, je suis membre d'une confédération ouvrière. Tous les médecins ne le sont pas. Mais je pense que si on veut agglomérer la population, pour moi, ça passe par une bataille du même type qu'il y a eu en 2016. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut dire, aujourd'hui à l'hôpital, vous attendrez peut-être plus longtemps qu'il y a quelques années un lit si vous devez être hospitalisé. Peut-être que vous serez vu moins longtemps par un médecin. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de l'hospitalisation en France? C'est déjà le cas, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a des délais d'attente pour des consultations qui sont absolument inacceptables. Il y a des délais d'attente pour trouver un lit d'hospitalisation qui sont inacceptables. Il y a des conditions d'hospitalisation qui sont inacceptables. Tout ça fait que, on le dit aujourd'hui ouvertement, c'est pas la tradition des médecins, mais maintenant ça suffit. La France est sur le quel rang mondial de la qualité des soins? Parce qu'on entend dire souvent que la France, la qualité des soins globalement se réduit, la France régresse, alors que c'est quand même un des premiers pays au monde pour la qualité de son système de santé. Elle en est où aujourd'hui, la France, par rapport au reste du monde? Je n'ai pas regardé récemment, hein, mais je ne pense pas que ça progresse. En tout cas, merci docteur. Donc vous serez vous-même le 22 mars dans la rue avec vos collègues? Alors moi, je serai le 22 mars dans la rue avec mes collègues, avec des collègues, c'est sûr, et avec les fédérations de personnel de la santé. Merci beaucoup, docteur. Docteur, aujourd'hui, les médecins se mobilisent. C'est suffisamment rare pour qu'on en parle. Que se passe-t-il dans le secteur de la santé aujourd'hui? Alors je crois qu'on est arrivé au bout du bout de ce qui pouvait être supportable. Ça fait des années depuis la loi HPST de Madame Bachelot que les conditions de travail se dégradent, que les moyens manquent, en particulier dans l'hôpital public. Et aujourd'hui, y compris les praticiens, ont rejoint les autres personnels des hôpitaux publics pour dire que les conditions de travail ne permettent plus de prendre en charge correctement la population. Et c'est ce que dénoncent aujourd'hui les praticiens, c'est-à-dire des budgets toujours en baisse, et de plus en plus d'activités qui se dirigent vers l'hôpital, puisque la médecine de ville n'arrive plus à faire face à la prise en charge normale de l'ensemble des patients. Manque de budget, donc tous vos collègues nous en ont parlé, mais est-ce qu'il y a aussi un manque de personnel? Forme-t-on, en raison du numerus clausus, suffisamment de médecins? Forme-t-on suffisamment d'infirmières, de sages-femmes, d'aides-soignantes? Quel est l'état au niveau personnel de la santé en France? Eh bien là-dessus, vous mettez le doigt sur un sujet particulièrement brûlant. Effectivement, le numerus clausus n'a pas été revu suffisamment rapidement à la hausse. On manque aujourd'hui de praticiens, en particulier dans toutes les spécialités à garde. C'est quelque chose de dramatique, hein. Les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens, les urgentistes, c'est véritablement des spécialités où on est en grande difficulté. Et effectivement, ce qu'on demande à la ministre, c'est d'une part de ne plus réaliser un numerus clausus, de ne pas limiter l'accès à la profession et de permettre des formations dans de bonnes conditions et effectivement de comprendre qu'aujourd'hui, les praticiens d'aujourd'hui ne sont plus les praticiens d'hier. Nous avons énormément de femmes qui pratiquent la médecine dans d'excellentes conditions, mais elles souhaitent avoir une vie familiale en dehors de leur activité professionnelle et nous ne pouvons plus comptabiliser les praticiens comme on les comptabilisait il y a 20 ans. L'exercice n'est pas la seule activité d'un praticien, il souhaite avoir une vie en dehors de l'hôpital. Beaucoup de vos collègues ont dit aujourd'hui que le système allait exploser à court terme. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Oui, c'est peut-être un petit peu excessif de dire exploser, mais on est au bord de l'explosion parce qu'effectivement, les conditions de travail sont tellement dégradées. Le manque d'investissement chronique depuis plus d'une quinzaine d'années est criant aujourd'hui. Les praticiens et les personnels travaillent dans des conditions très dégradées. L'esprit d'équipe qui permettait de travailler en groupe et d'amortir un petit peu les difficultés de l'exercice professionnel qu'est la prise en charge
des problèmes de santé de la population. Nous sommes souvent là pour remonter le moral des patients. Et effectivement, lorsque le moral des soignants n'est plus présent, le travail ne se fait plus dans de bonnes conditions. Et effectivement, on a ce qu'on appelle le burn-out. On a des personnes qui craquent et le travail ne peut plus être fait dans de bonnes conditions. Moi, je vois notamment, par rapport au département dans lequel je travaille, des maternités qui ont été prévues pour un certain nombre d'accouchements, qui accueillent aujourd'hui le double des accouchements pour lesquels elles ont été conçues. Sans personnel en plus. Sans personnel en plus et surtout sans locaux supplémentaires. Ça veut dire qu'effectivement, nous faisons les césariennes dans les salles de travail, les accouchements normaux se font dans les couloirs et effectivement, Aujourd'hui, des femmes accouchent dans les couloirs en France. on est dans un certain nombre de maternités dans le département du Val d'Oise en particulier. La maternité de l'hôpital d'Argenteuil, qui a été conçue pour 2000 accouchements au maximum, se retrouve aujourd'hui à faire beaucoup plus de 3000 accouchements. La maternité de l'hôpital de Pontoise, aujourd'hui, qui est pourtant une maternité récente, prévue pour 3000 accouchements, dépasse les 4500 accouchements. Donc on est dans des conditions de travail qui ne sont pas humaines et qui ne permettent pas de prendre en charge des gens dans de bonnes conditions. Donc effectivement, on est systématiquement en situation dégradée. Les accouchements peuvent se faire dans le couloir, faute de place dans les salles de travail. Et effectivement, les césariennes qui doivent normalement se faire au bloc opératoire, quand il n'y a pas de place au bloc opératoire, on les fait dans les salles de travail. Donc c'est vrai que on travaille dans des conditions systématiquement, quasiment des conditions de catastrophe. Donc les gens parlent d'explosion, mais on n'est pas loin de ces situations-là dans de nombreux hôpitaux publics en France. Alors, pourquoi il y a une augmentation telle de la démographie que beaucoup plus de femmes accouchent, ou on a fermé beaucoup de petites maternités entre guillemets? Je crois que c'est un peu les deux. On a fermé beaucoup de petites maternités, notamment le risque lié à l'activité dans le secteur privé a fait que de nombreuses petites maternités de secteur privé ont fermé. Et effectivement, on a regroupé sur des maternités de CHG, d'hôpitaux publics, l'ensemble des maternités d'un territoire, sans augmenter effectivement la capacité. Alors au-delà, il y a une augmentation de la population en Île-de-France qui exacerbe un petit peu ces situations, mais à l'inverse, dans des zones plus rurales, on a la difficulté de fermer des maternités avec ensuite des difficultés pour la population d'accéder aux maternités qui restent ouvertes, avec des délais d'acheminement qui ne sont pas raisonnables et des accouchements qui ne se font non plus dans les couloirs, mais à l'intérieur des ambulances des sapeurs-pompiers ou dans les voitures des conjoints qui emmènent les parturientes à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est un vrai souci. C'est une mise en danger des femmes et des enfants à naître qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Un bon service public doit prendre en charge de la même façon l'ensemble du territoire, assurer la sécurité sanitaire sur l'ensemble du territoire. Et contrairement à ce que peut dire la ministre dans un certain nombre de situations, aujourd'hui, nous avons des territoires qui manquent de prise en charge médicale et nous avons des situations très difficiles dans des territoires denses parce que les moyens ne sont pas à la hauteur des nécessités. Beaucoup de vos collègues emploient un mot fort, ils emploient le mot de maltraitance. Notamment quand des personnes restent 24 heures dans un couloir avant de trouver un lit dans l'hôpital dans lequel elles se trouvent. Vous partagez ce mot fort qui est employé aujourd'hui par beaucoup de vos collègues que nous avons interviewés? Je partage pleinement et je dirais que il y a non seulement maltraitance des patients, mais la maltraitance des patients aboutit à la maltraitance des soignants, parce qu'effectivement, pour les personnels des hôpitaux, ce sont souvent des gens qui ont fait ce métier par démarche humaine et humaniste, et se retrouver confrontés à la douleur humaine, à la difficulté de prendre en charge correctement les patients et à des conditions systématiquement dégradées qui ne sont pas acceptables pour prendre en charge les patients, c'est quelque chose qui est très mal vécu et qui peut conduire à ce burn-out, à cet arrêt de l'activité. On connaît un certain nombre de praticiens qui, pour eux, avaient la passion de leur métier, qui un jour arrêtent parce qu'ils estiment que les conditions d'exercice ne permettent plus de faire le métier qu'ils auraient souhaité vis-à-vis de la population. On a des idées chiffrées sur le chiffre du nombre de burn-out, de suicides de médecins, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de médecins qui se suicident en raison de la surcharge de travail qu'ils ont. Je crois que la réunion d'aujourd'hui met un petit peu en exergue ce point-là. On n'en parle pas. Alors, les chiffres ne sont
que très mal connu, puisqu'en fait, il n'y a pas d'observatoire qui s'occupe véritablement de ce chiffrage, mais on a tous des expériences douloureuses. Moi-même, dans l'établissement auquel je suis rattaché, ce n'est pas un médecin, c'est un neuropsychologue qui s'est suicidé au mois d'octobre en raison de son activité professionnelle, puisqu'effectivement, il était confronté à une charge de travail de plus en plus lourde et il n'arrivait pas à faire face à l'ensemble de l'activité à laquelle il devait faire face. L'ensemble des personnels des hôpitaux sont aujourd'hui confrontés à des situations difficiles. Il suffit effectivement de mal vivre psychologiquement son activité professionnelle pour pouvoir aller à ces extrémités qui ne sont pas supportables. La ministre devrait effectivement venir en soutien de l'ensemble des personnels par des mesures adaptées et donner les moyens à tous de pouvoir exercer le métier dans de bonnes conditions. Est-on aujourd'hui moins bien soigné en France qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Oui, tous les standards internationaux le disent. La médecine française, qui était l'une des meilleures dans le monde, ne l'est plus aujourd'hui, malheureusement. Elle aurait besoin de se remettre à niveau très rapidement, non seulement par une mise à niveau des hôpitaux, mais aussi une redynamisation de la recherche, parce que on a l'impression que cette partie de l'activité qui était consacrée dans notamment nos centres universitaires n'est plus à la hauteur de ce qu'elle était auparavant. La charge de travail augmente pour tout le monde, la charge administrative a beaucoup augmenté. Les praticiens passent beaucoup de temps à défendre des dossiers pour pouvoir avoir des moyens financiers, alors qu'ils devraient le consacrer à leurs patients et éventuellement à la recherche universitaire. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on parle beaucoup de standards, de Copermo, de suivi, d'impératifs de mise à niveau des budgets, sauf qu'à une époque, les administratifs déchargeaient les professionnels de santé du suivi et de la recherche des fonds. Aujourd'hui, l'une des premières missions d'un praticien qui fait de la recherche, c'est d'abord d'aller chercher des fonds pour pouvoir réaliser cette recherche. Et c'est une perte de temps qui n'est pas consacrée directement à la recherche. Donc c'est un vrai problème. Quel est l'avenir de la santé publique en France? Notre société veut-elle une américanisation de notre système de santé, c'est-à-dire privatiser le système de santé, que les gens puissent prendre des assurances privées comme aux États-Unis, et les gens qui le peuvent seraient bien soignés et ceux qui ne le peuvent pas le seraient moins, ce qui est en totale contradiction avec le système de santé qui a été fondé en France depuis des dizaines d'années. Est-ce que vous partagez cette crainte de certains de vos confrères? Alors, je pense que si on s'adresse à la population reste très attachée à l'hôpital public. Maintenant, quand on s'adresse aux décideurs de notre pays, on a aujourd'hui une politique de plus en plus libérale qui souhaiterait effectivement qu'on ouvre les 200 milliards que représentent les dépenses de santé annuelles en France au secteur privé lucratif. Et effectivement, on a vu comment ça s'est passé dans un pays non lointain comme la République tchèque. L'ouverture de la santé aux assurantiels et au secteur privé lucratif a fait que la population aujourd'hui est beaucoup moins soignée. La prévention s'est énormément dégradée. Et on voit apparaître un certain nombre de maladies dégradées, notamment des cancers, qui n'existaient pas dans ces pays auparavant, ou plutôt qui étaient pris en charge de manière très précoce. Donc véritablement, cette dégradation, si elle n'est pas modifiée, si on ne répond pas aux besoins actuels des hôpitaux publics de la recherche, on va aboutir à une situation où certains auront les moyens de se soigner et d'autres ne l'auront pas. C'est déjà un petit peu ce qui se fait, et lorsqu'on parle avec les décideurs publics d'aujourd'hui, ils souhaitent donner une place pleine et entière à la médecine privée lucrative et notamment aux cliniques privées, alors qu'effectivement on ne donne pas aujourd'hui les moyens à l'hôpital public de bien fonctionner. Je rappellerai juste 2 dates qui ont été importantes pour cette décision. Le plan Hôpital 2007, le plan Hôpital 2012. 2 plans qui ont permis, grâce au fonds de modernisation des établissements de santé, de financer des opérations dans des cliniques privées. Ces opérations ont permis au privé lucratif d'être pleinement concurrentiel de l'hôpital public, de se renforcer. Très souvent, ces locaux qui avaient été acquis avec de l'argent public ont été revendus à des trusts qui gèrent aujourd'hui l'immobilier de ces cliniques. Et aujourd'hui, les cliniques ont eu de la trésorerie, ce qui leur a permis de se restructurer, alors même que l'hôpital public est resté bloqué, faute de financement, pour avoir une restructuration dans de bonnes conditions. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes dans une situation française qui me pose souci, au sens où on risque d'avoir effectivement à court terme une médecine à 2 vitesses, ceux qui auront les moyens d'aller se faire soigner dans le secteur privé lucratif et ceux qui n'auront pas les moyens
D'où l'importance de sauver notre sécurité sociale à la française. Elle est encore sauvable aujourd'hui. C'est ce qui a permis à une époque d'avoir une médecine de qualité en France. Le financement par le biais de la sécurité sociale à la française, c'est quelque chose d'important. On voit l'assurantiel pointer à une époque où seules les mutuelles rentraient dans le jeu des complémentaires. Aujourd'hui, les mutuelles sont de plus en plus remplacées par du système assurantiel lucratif. Et effectivement, ce système assurantiel lucratif, c'est du restant à charge supplémentaire pour la population, même si des fois elle n'en a pas directement la notion. Qui paye le plus, effectivement, aura le plus à l'arrivée, mais tout le monde n'aura pas la possibilité de payer. Donc certains n'auront pas une médecine de qualité si on ne permet pas d'un financement correct pour l'hôpital public. On peut parler encore juste un mot sur les hôpitaux qui, il y a quelques années, ont été obligés de souscrire à ce que l'on appelle des prêts toxiques auprès de banques privées pour se moderniser. On dit aujourd'hui que la majorité des hôpitaux qui ont souscrit à ces prêts toxiques sont dans le rouge. C'est aussi une réalité de l'état financier de notre hôpital public en France. Alors, c'est aussi une question qui a été très difficile. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut comprendre à une époque où on prête de l'argent à taux zéro aux banques que les hôpitaux continuent à emprunter à des taux déraisonnables. Moi, j'ai connu l'époque où les hôpitaux n'empruntaient qu'à la Caisse des dépôts et consignations, à des taux de 0,05%, qui étaient des taux tout à fait raisonnables que les hôpitaux pouvaient tout à fait rembourser. Et on a laissé, dans un contexte de libéralisation à l'extrême, les hôpitaux se lancer sur les marchés pour emprunter, avec des grosses erreurs parce qu'on n'avait pas forcément les professionnels capables de lire les détails de ces contrats de prêt. Et effectivement, l'indexation, notamment sur le franc suisse avec des prêts toxiques, a été quelque chose de vraiment catastrophique pour un certain nombre d'établissements qui se retrouvaient avec des taux d'intérêt aux alentours de 20%, donc complètement déraisonnables, n'arrivant plus à rembourser que les intérêts et plus le capital initial, avec du coup des déficits cumulés très importants et des mises en difficulté des établissements. Je soulignerai juste une chose, c'est que c'est souvent le ministère qui a refusé que les directions renégocient auprès des banques, voire portent plainte auprès des banques, parce que il était possible de porter plainte dans la mesure où les personnes qui avaient souscrit ces prêts n'avaient pas été forcément informés correctement des risques qu'ils prenaient en souscrivant ces prêts. Et il aurait été tout à fait possible d'attaquer les organismes bancaires, sauf qu'effectivement, le ministère, de manière à ne pas poser problème aux organismes financiers, a bien insisté sur l'interdiction de porter plainte contre les organismes financiers et a apporté un financement tout à fait partiel à ces établissements de manière à essayer de les calmer et à éviter effectivement les procès pour les établissements bancaires. Ce n'est pas une situation acceptable. Aujourd'hui, l'hôpital public doit pouvoir investir avec l'argent de la Caisse des dépôts à des taux tout à fait raisonnables. Voilà. Toute dernière question, docteur. Si un mouvement de fond se déclenche, un mouvement fort, un mouvement important, vous allez avoir besoin du soutien de la population, qui est la première concernée par l'état de son système de santé. Si vous aviez un mot à dire ou quelques mots à dire à la population pour vous suivre, quels seraient ces mots ? Je crois que la population commence à avoir conscience des difficultés qu'elle risque d'avoir pour se soigner. Et effectivement, la population soutient largement la démarche des médecins et notamment de ceux de l'hôpital public. Il faut qu'elle comprenne que nous avons atteint la limite de ce qui est acceptable et c'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser parce que demain, il sera probablement trop tard pour remettre à niveau un hôpital public de qualité.